Au fil des siècles, de nombreux monuments et structures ont résisté à l'épreuve du temps, retraçant ainsi les époques et affirmant l'existence de nombreuses civilisations différentes. Parmi elles, 7 monuments emblématiques se démarquent des autres. On parle des 7 merveilles du monde. À l'origine, lorsque l'on parle des 7 merveilles du monde, cela fait référence à l'Antiquité. Cette prouesse architecturale était autrefois considérée comme les réalisations les plus extraordinaires du monde antique. Cette sélection était essentiellement un guide de voyage pour les Athéniens, établi par Philon de Byzance en 200 avant Jésus-Christ. Elle sera reprise et popularisée par divers autres auteurs. La majorité des 7 merveilles n'ont malheureusement pas survécu à l'épreuve du temps et ont été victimes, pour la plupart, de catastrophes naturelles ou de destructions volontaires. Il ne reste à ce jour que la pyramide de Khéops. Au début du XXIe siècle, un homme décida alors d'élire les 7 nouvelles merveilles du monde, que l'on appelle également les 7 merveilles du monde modernes. Bernard Weber, à l'origine de cette initiative, lance la fondation New Seven Wonders Foundation. Il profite de l'essor d'Internet dans les années 2000 pour créer une plateforme de vote mondiale afin d'élire les 7 nouvelles merveilles du monde. Plusieurs millions de personnes participent alors au vote et la commission, composée de 6 célèbres architectes, ainsi que l'ancien directeur général de l'UNESCO, dévoile le 1er janvier 2006 la liste des 21 sites sélectionnés. Finalement, la liste des 21 sites sera réduite à 20 suite à l'exclusion de la pyramide de Khéops. Le 7 juillet 2007, les résultats sont annoncés et la liste des 7 nouvelles merveilles du monde est alors rendue publique. Cette liste demeure ancrée dans la conscience collective alors que, pourtant, elles ne sont que le résultat d'une initiative privée impliquant le vote de plusieurs millions de personnes. Aucune organisation mondiale n'est à l'origine de cette décision. En effet, bien que certains des monuments de cette liste soient classés par l'UNESCO en tant que patrimoine mondial, l'organisme a clairement précisé qu'il n'avait aucun lien avec ce projet. Dans cette vidéo, nous allons donc découvrir l'histoire des 7 nouvelles merveilles du monde. L'histoire de la construction de la Grande Muraille de Chine s'étend sur plus de 2000 ans et fut construite du IIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au XVIIe siècle après Jésus-Christ. Elle témoigne des affrontements et des interactions entre les multiples civilisations de la Chine antique, ainsi que de la résistance aux menaces extérieures, principalement venues du Nord. Il est important de préciser que cette muraille est une succession de projets différents, construites par des civilisations différentes. Son tracé complet couvre ainsi plus de 20 000 km. Le terme de fortification est d'ailleurs plus juste, et celle-ci pouvait être défensive, pour se protéger des menaces extérieures, mais également offensive, pour consolider les territoires conquis. L'origine de sa construction remonte en réalité à une époque antérieure. C'est pendant la période des royaumes combattants au 5e siècle, avant Jésus-Christ, que les premières structures ont fait leur apparition. Les 7 grands royaumes de Chine se sont livrés à des guerres incessantes et ont entrepris des fortifications pour se protéger les uns des autres. Cependant, ces premières constructions étaient loin d'être les grands murs de pierre imposants que l'on imagine généralement. Il s'agissait de fortifications en terre, construites selon le principe de construction du pisé. Cette technique de construction consistait à mélanger de la terre crue avec de l'eau, à la comprimer en blocs à l'aide de planches en bois, puis à la faire sécher pour former des murs solides et durables. Cela garantissait la sécurité des différents royaumes en renforçant leur territoire conquis. C'est en 221 avant Jésus-Christ, suite à l'unification des royaumes chinois par la dynastie Qin, que les différentes portions de fortifications existantes sont reliées afin d'en faire une structure continue. Ces fortifications avaient 2 objectifs principaux. Se défendre contre les invasions des peuples nomades, particulièrement les Xiongnu, originaires de Mongolie, et renforcer leur position en érigeant de nouvelles fortifications. Au fil des siècles, d'autres fortifications seront construites, toujours avec le même processus de construction et pour les mêmes objectifs. À partir de 1474, avec l'arrivée au pouvoir de la dynastie des Ming en Chine, le projet de renforcement des fortifications contre les invasions du Nord s'est intensifié pour faire face à la montée en puissance de l'Empire mongol. En 1572, l'utilisation de la pierre et de la brique est apparue pour le revêtement de la muraille, constituant une nouveauté significative. Cela représente un changement crucial par rapport aux constructions précédentes, qui étaient principalement en terre.
Cette évolution a nécessité une main-d'œuvre considérablement plus importante et a entraîné des coûts plus élevés. C'est à cette période que la muraille de Chine, telle que nous la concevons, sera construite. En 1644, la muraille était presque entièrement achevée. Cependant, cette période a également été marquée par le renversement de la dynastie Ming par les Mandchous, une autre ethnie chinoise. Cela marquera la fin de la construction de la muraille de Chine. Au cœur du désert de Jordanie se trouve un site entièrement sculpté dans la roche, Pétra. Le nom signifie roche en grec ancien et a longtemps été un mystère pour les historiens. Ce sont les Nabatéens, un peuple de marchands ayant fait fortune grâce au commerce, qui ont fondé Pétra. Considérés comme des brigands vivant du pillage, selon l'historien grec Diodore de Sicile, les Nabatéens étaient un peuple originaire d'Arabie. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, ils se seraient installés dans les montagnes, loin des routes commerciales principales, pour cacher leurs richesses issues de leur pillage. C'est essentiellement grâce au commerce que les Nabatéens ont fait fortune. Ils contrôlaient une gamme diversifiée d'épices précieuses telles que la marjolaine, la myrrhe, l'essence de rose et le henné. Mais c'est surtout le contrôle de la route de l'encens qui a contribué à leur richesse. Cette résine précieuse poussait dans le sud de l'Arabie, actuellement au Yémen, et avait une grande valeur à l'époque pour ses utilisations religieuses, médicinales et aromatiques. Ils l'achetaient à des négociants locaux et la transportaient grâce à la domestication du dromadaire jusqu'à Pétra, puis la faisaient remonter jusqu'au port de Gaza avant qu'elle soit distribuée dans le reste du monde. Le commerce du sel et des épices en provenance de l'Inde a également contribué à l'enrichissement des Nabatéens. Grâce à leur prospérité issue du commerce florissant, entre le 1er siècle avant et après Jésus-Christ, Pétra s'est transformée en une impressionnante cité avec des monuments tels que des palais, des théâtres et des tombeaux. Pétra était ainsi devenue la capitale caravanière du monde antique, prospérant grâce à cet axe commercial idéalement situé. À son apogée, cette cité était un lieu de vie pour une population estimée à 25 000 habitants. Les Nabatéens avaient développé un réseau hydraulique sophistiqué qui alimentait en eau l'ensemble de la cité. La cité comprenait de nombreuses habitations situées autour des massifs montagneux où environ 600 tombes ornées de façades étaient sculptées dans la roche. Ce sont en effet ces façades qui font la particularité de Pétra. Pour ce faire, ils sculptaient d'abord le haut de la façade, puis descendaient progressivement. Ils ont également fait appel à de grands architectes pour la construction de certains temples et palais. La cité de Pétra était ainsi une riche et impressionnante cité témoignant du contrôle commercial des Nabatéens. Cependant, l'Empire romain, agacé par ce monopole commercial, décida de construire de nouvelles routes pour marginaliser Pétra. Cela marqua le début de la fin de son apogée. Au 7e siècle, avec l'arrivée de l'islam, Pétra commença à se vider de ses habitants, et la cité sombra peu à peu dans l'oubli. Aujourd'hui, les habitations ont disparu et il ne reste que les impressionnantes sculptures dans la roche. Situé à Rio de Janeiro, le Christ Rédempteur est devenu le symbole du Brésil et est l'une des statues religieuses les plus reconnues au monde. Il représente Jésus-Christ, l'une des figures centrales du christianisme. La statue est conçue sous la forme d'une croix pour renforcer sa signification religieuse. La croix est un symbole sacré chez les chrétiens et fait notamment référence à la crucifixion de Jésus. Le Brésil est l'un des pays au monde avec le plus de catholiques, dont plus de la moitié de sa population se déclare comme telle. En 1922, le projet d'une statue voit le jour pour commémorer le centenaire de l'indépendance du Brésil vis-à-vis du Portugal. L'idée de construire un monument religieux à Rio date en réalité de 1859, mais ne sera pas aboutie par manque de moyens financiers. Cette idée sera reprise, mais ne fera pas l'unanimité. Malgré le fait que le Brésil soit à majorité catholique, les représentants d'autres religions, notamment les protestants, ont vivement critiqué le projet. L'idée initiale vient de l'ingénieur brésilien Heitor da Silva, mais il ne savait pas comment concrétiser cette idée ni avec quels matériaux. Il entreprend alors un voyage en Europe et rencontra Paul Landowski, un sculpteur français. Il sera chargé de la conception artistique de la statue et c'est lui qui modifiera le projet initial pour lui donner une forme de croix.
D'autres artistes interviendront dans la réalisation du projet, comme par exemple le sculpteur roumain Giorgio Leonida pour dessiner le visage, ou encore l'ingénieur français Albert Caco pour réaliser l'armature. La statue sera inaugurée le 12 octobre 1931 et mesure 38 mètres de haut, dont 8 mètres de socle. Le mont Corcovado a été choisi pour accueillir la statue. C'est le mont le plus haut de Rio, avec une hauteur de 710 mètres. Il offre une vue spectaculaire de la ville et renforce la signification religieuse avec la symbolique du Christ veillant sur la ville et ses habitants. L'accès est également simple grâce à la construction d'une route et d'un train pour relier la ville au sommet. Cet emplacement a ainsi donné tout son sens à la symbolique du Christ rédempteur. Le Machu Picchu est une ancienne ville inca située en Amérique du Sud, au Pérou, dans la chaîne de montagnes des Andes à une altitude de 2430 mètres. Il signifie « vieille montagne » en langage indigène quechua, et selon de nombreux chercheurs, son nom d'origine aurait été Lactapata. La ville a été construite dans les années 1450, et sa fonction divise les archéologues. Certains pensent qu'elle aurait pu être un lieu de cérémonie, d'autres une forteresse ou encore un lieu de retraite pour la noblesse. En l'absence de documentation écrite des Incas, il demeure impossible de déterminer la fonction précise du site. Pour construire la ville, les Incas ont utilisé les nombreuses carrières environnantes en transformant et en sculptant les roches. Le travail de sculpture des pierres était très précis et leur assemblage était parfait, ce qui a notamment permis au site de résister aux fréquents tremblements de terre au fil du temps. La ville couvre une superficie de 530 mètres de long sur 200 mètres de large et est divisée en deux zones principales, la zone agricole et la zone urbaine. Il est important de préciser que de nombreuses ruines visibles aujourd'hui sont en réalité des reconstructions récentes. La zone agricole est formée par des ensembles de terrasses de culture. Cette zone ressemble à de grands escaliers et sont construits à flanc de colline. Formées par un mur de pierre, ces constructions facilitent le drainage et empêchent l'eau de s'y infiltrer compte tenu des fortes précipitations. Il y a également environ 172 enclos dans la ville où se trouvaient principalement des lamas et des alpagas. La zone agricole était séparée de la zone urbaine par un mur d'environ 400 mètres de long. Selon le schéma proposé par l'historien et archéologue péruvien Chavez Ballón en 1961, cette zone urbaine est elle-même divisée en deux secteurs. Le secteur Anan et le secteur Hurin. Cette distinction est liée à la division traditionnelle de la société inca. Anan correspond à en haut ou supérieur et Hurin en bas ou inférieur. Dans le secteur Hurin, on retrouvait donc toutes les habitations des personnes impliquées dans l'agriculture, l'élevage ou encore les travaux manuels ainsi que les ateliers. Dans le secteur Anan, on retrouve plusieurs bâtiments importants. Le Temple du Soleil ou encore la résidence royale pour ne citer que. Le Temple du Soleil était utilisé pour des cérémonies liées au solstice de juin. Une grande tour est construite au-dessus d'une petite grotte qui aurait pu être un mausolée pour les momies. Certains pensent même que cela aurait pu être le mausolée de Pachacútec, l'empereur inca. Le Machu Picchu sera abandonné par les Incas à cause de l'effondrement de leur civilisation et sera découvert au début du XXe siècle par l'archéologue américain Hiram Bingham. Il est l'un des sites archéologiques les plus importants de la civilisation inca et attire plus d'1 million de visiteurs par an. Chichén Itzá est l'un des plus grands centres mayas toltèques de la péninsule du Yucatán, situé au Mexique. La conquête du Yucatán a entraîné la naissance d'un nouveau style qui mélangeait les coutumes des Mayas et des Toltèques, deux civilisations distinctes. Le nom Chichén fait référence aux sources souterraines situées à proximité du site, que l'on appelle cénotes. Dans la culture maya, les cénotes représentaient des lieux sacrés. En effet, le nom Chichén est la fusion de deux mots, chi pour bouche et chén pour puits. Itzá fait référence à un groupe de population maya que l'on traduit par sorciers de l'eau. Il faut savoir que les populations mayas ne forment pas un ensemble homogène. Ils ont des cultures différentes et certains peuples sont ennemis. En résumé, Chichén Itzá doit son nom aux sources d'eau et à la civilisation qui a contribué à sa réalisation. Cette ville s'est développée sur presque 1000 ans grâce à la contribution de différents peuples.
les Itzá, comme nous l'avons précisé, mais également les Toltecs, qui sont originaires du Mexique central. C'est le peuple Itzá qui donna le nom à la ville, mais il n'est pas le peuple fondateur d'origine. En effet, les Itzá arrivent après le début du Xe siècle après Jésus-Christ et s'emparent de la ville. Ils étendent leur influence sur la région du Yucatán jusqu'au XIIIe siècle et Chichén Itzá devient leur capitale. Le site est divisé en deux parties, présentant des styles architecturaux très différents. Dans la partie nord, connue sous le nom de Nouveau Chichén, l'architecture rappelle celle des Toltecs. Dans la partie sud, appelée Ancien Chichén, l'architecture est plus ancienne et correspond davantage à la civilisation maya. La partie nord du site est dédiée à Kukulkan, le dieu de la résurrection et de la réincarnation, et a été érigé à partir du Xe siècle. Le monument le plus célèbre du site lui est consacré, que l'on appelle El Castillo. C'est une pyramide de 30 mètres de haut, composée de 9 plateaux superposés, avec des escaliers de chaque côté qui conduisent au sanctuaire du temple, dédié à la divinité. Cette divinité est également représentée comme un serpent à plumes, symbolisant ainsi la connexion entre la terre et le ciel. Lors des équinoxes, on peut observer une ombre représentant la divinité sur le monument. De nombreux autres édifices importants sont présents dans la zone, comme l'observatoire, le grand terrain de jeu de Baal, jeu sacré des Mayas, ou encore le temple des guerriers. Dans la partie sud, on retrouve des monuments plus anciens et plus modestes, comme la maison colorée, la maison des nonnes ou encore le temple des trois linteaux. Ces structures construites dans un style maya datent du 6e au 10e siècle. À partir du XIIIe siècle, la ville a connu un déclin qui s'est accentué avec l'arrivée des Espagnols dirigés par Hernán Cortés au début du XVIe siècle. Ce n'est qu'en 1841 que le site a été redécouvert, marquant le début des fouilles archéologiques. Au 1er siècle après Jésus-Christ, l'empereur Vespasien décida de construire un immense amphithéâtre dans le centre-ville de Rome, après le règne tyrannique de Néron. Néron était largement détesté par les habitants de Rome à cause de ses abus de pouvoir et de ses dépenses luxueuses. Il a fait construire un immense palais et une statue à sa gloire alors que Rome connaissait des difficultés financières. Le successeur de Néron décida alors de construire le plus grand amphithéâtre de l'Empire romain pour gagner la confiance des habitants et pour montrer la puissance de la ville ainsi que la grandeur de l'Empire romain. La construction a presque duré 10 ans et son inauguration a eu lieu en 80 après Jésus-Christ. Le nom d'origine du monument est l'amphithéâtre Flavien. Il doit son nom à la dynastie impériale romaine qui l'a fait construire, dont fait partie l'empereur Vespasien. Cependant, le monument est plus connu sous le nom de Colisée. Cette appellation vient de la statue monumentale représentant le dieu du soleil située à proximité. La statue était initialement celle de Néron, mais elle a subi des modifications pour correspondre au dieu du soleil. Le Colisée était destiné à la représentation de spectacles publics, comme des reconstructions de batailles célèbres, des combats d'animaux sauvages ou encore des combats de gladiateurs. Selon certaines estimations, le monument pouvait accueillir entre 50 000 à 80 000 personnes venant des 4 coins de l'Empire romain pour assister à ces spectacles exceptionnels. Les sièges étaient répartis en 5 sections distinctes en fonction des classes sociales, et plus la classe sociale était élevée, plus les places étaient proches de la scène. Quant au siège de l'empereur, il était situé au centre du Colisée afin que tout le public puisse le voir. Le monument était équipé de nombreux souterrains et galeries qui assuraient une logistique remarquable lors du déroulement des Jeux. Parmi ces équipements, on trouvait par exemple des ascenseurs conçus spécialement pour monter des animaux en cage. Un système hydraulique ingénieux permettait également d'inonder l'arène pour pouvoir représenter des batailles navales. Les combats de gladiateurs occupaient une place importante dans les spectacles. Une caserne d'entraînement était située à proximité du Colisée pour les former. Après chaque combat, les gladiateurs étaient pris en charge par des professionnels de la santé pour récupérer et être soignés. En effet, ils étaient considérés comme des investissements par leurs propriétaires. Ils s'assuraient de leur bien-être et de leur alimentation pour proposer le meilleur spectacle. Ainsi, les combats dans l'arène n'étaient pas toujours mortels, car leur entraînement et leur entretien coûtaient cher aux propriétaires. Le Colisée était ainsi un véritable lieu emblématique de l'Empire romain et a joué un rôle essentiel dans la renommée de cette civilisation.
Taj Mahal est un immense mausolée funéraire de marbre blanc situé à Agra, en Inde. La construction a débuté en 1631 sous l'ordre de l'empereur moghol Shah Jahan pour honorer la mémoire de son épouse bien-aimée, Mumtaz Mahal, décédée suite à la naissance de leur 14e enfant. C'est pourquoi le monument est souvent associé à l'amour. Le Taj Mahal est composé de plusieurs bâtiments. Le mausolée est le bâtiment central. Il a une structure symétrique avec une grande coupole centrale et 4 minarets. Les minarets sont les tours aux 4 coins du mausolée et mesurent environ 40 mètres de hauteur. À l'intérieur se trouve la tombe de Mumtaz Mahal, pour laquelle le Taj Mahal a été construit, ainsi que celle de l'empereur Shah Jahan. Les tombeaux que l'on peut voir dans le bâtiment sont en réalité des répliques. Les vrais sont situés dans une crypte en dessous. À l'ouest du Taj Mahal se trouve une mosquée construite pour servir de lieu de culte. À l'est du Taj Mahal se trouve un bâtiment identique appelé le pavillon des invités. Il a été conçu pour maintenir la symétrie du complexe, bien qu'il n'ait pas été utilisé comme lieu de culte. Ces 2 monuments sont construits en grès rouge afin de créer un contraste visuel avec le monument principal en marbre blanc. Le complexe du Taj Mahal est aménagé avec un vaste jardin rectangulaire. Il est divisé en 4 parties égales par des allées d'eau et est conçu selon les principes du jardin persan, symbolisant le paradis. Enfin, on accède au monument grâce à la grande porte, construite principalement en grès rouge. L'ensemble du site est caractérisé par une symétrie parfaite. Une caractéristique importante, car elle reflète la quête de perfection, en accord avec les croyances sur la représentation du Tout-Puissant. Mais c'est grâce aux ressources considérables et à une logistique impressionnante que le projet a pu voir le jour. Plus de 20 000 ouvriers ont été mobilisés pour le chantier, ainsi que plusieurs artisans spécialisés dans la calligraphie ou encore la mosaïque, mais également des centaines d'éléphants nécessaires au transport du marbre blanc. Le transport des blocs a demandé une logistique considérable, car la carrière de marbre la plus proche était située à plus de 300 km. Le marbre blanc était très coûteux, car au-delà des aspects logistiques, l'obtention de la couleur blanche était une tâche complexe. C'est pourquoi l'intégralité du monument n'est pas faite de marbre blanc. C'est le cas de l'ossature, qui est constituée de briques de grès rouge, la pierre locale, bien moins coûteuse. La grandeur du monument repose en grande partie sur le dôme, car il représente une véritable prouesse d'ingénierie. L'intégralité du monument est également ornée de pierres précieuses, contribuant à sa beauté. Même si le Taj Mahal est considéré comme un acte d'amour, la volonté de l'empereur dépassait cet aspect. Il tenait à ce que ce monument reflète sa puissance, mais également ses croyances religieuses. Il se considérait comme l'empereur du monde et contrôlait environ 1/4 de la population mondiale. Ses croyances étaient différentes des croyances locales majoritairement hindouistes. En effet, les façades du monument sont imprégnées de l'islam, avec 22 passages du Coran, dont 14 sourates complètes en calligraphie de pierre noire incrustée dans le marbre blanc. Ainsi, le Taj Mahal est un véritable chef-d'œuvre architectural qui allie la beauté esthétique à des prouesses techniques remarquables. Sa signification romantique et sa représentation de la grandeur de l'ère moghole en font un monument hors du commun.